Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé « Comprendre et utiliser le crowdfunding ». Puisqu'il est vrai que le crowdfunding est un mode de financement dont on entend de plus en plus parler, sans forcément en comprendre toutes les subtilités. J'accueille pour ce module Madame Stéphanie Savel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes experte en financement d'entreprises innovantes et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourriez-vous nous définir ce qu'est le crowdfunding ou financement participatif, nous rappeler son historique et commencer à nous parler de son fonctionnement? Oui, très bien. Le financement participatif ou crowdfunding, le principe est très simple, c'est de permettre à des particuliers de soutenir financièrement des projets individuels ou collectifs, d'associations ou d'entreprises. Donc il y a vraiment le choix individuel de la destination de son argent et le suivi de l'utilisation de son argent. C'est un mode de financement qui existe depuis plusieurs années, dont on parle effectivement beaucoup ces derniers temps, mais qui a vraiment connu un développement depuis 3 ans en France, notamment sous l'impulsion du financement du chanteur Grégoire. Je pense que c'est à peu près dans tous les esprits, mais on peut trouver des origines plus anciennes, un peu plus lointaines. En tout cas, par exemple, le financement de la première campagne de Barack Obama aux États-Unis en 2008. Voilà pour l'historique. Donc le principe, c'est que tout se passe sur Internet via des plateformes qui mettent en ligne des projets en recherche de financement et les particuliers peuvent choisir le projet qu'ils veulent soutenir avec 3 formes essentielles de financement: le don, avec ou sans contrepartie, le prêt, rémunéré ou non rémunéré, et l'investissement en capital. Et est-ce que le financement participatif est réglementé en France ? Oui, depuis octobre 2014, une nouvelle réglementation s'applique au financement participatif avec 2 statuts particuliers qui ont été créés de façon spécifique: investissement intermédiaire en financement participatif et un statut de conseiller en investissement participatif. Des limites ont été fixées, des verrous ont sauté, et puis c'est du coup un métier régulé par l'autorité des marchés financiers ou l'autorité de contrôle prudentiel. Donc on est maintenant dans un cadre tout à fait précis qui nous impose aussi, plateforme, de donner un certain nombre d'informations aux investisseurs, aux particuliers, de les alerter sur les risques et de transmettre à la fois aux particuliers et aux porteurs de projets les conditions de rémunération et de fonctionnement des plateformes. Alors je voudrais qu'on vienne donc sur les 3 formes de financement possibles que vous avez évoquées: le don, le prêt avec ou sans contrepartie et l'investissement capital. Pourriez-vous nous détailler un petit peu chacun de ces 3 types de financement, les avantages et les inconvénients de chacun? Alors la première forme, qui est la plus ancienne et la plus connue, c'est donc du financement sous forme de don avec ou sans contrepartie. Donc ça, on s'adresse plutôt à des projets en général individuels ou des projets d'association. Et là, les investisseurs ou les souscripteurs ou les contributeurs, comme on les appelle, donc les particuliers, décident de donner leur argent pour soutenir financièrement un projet. Quand on est dans du don sans contrepartie, on donne son argent et point barre. Et dans le don avec contrepartie, on a en échange de son don une contrepartie en nature qui en général n'est pas du même montant que le don. Pour les entreprises, cette forme de don avec contrepartie peut être assimilée à de la pré-commercialisation, et de plus en plus d'entreprises utilisent cette forme de pré-commercialisation pour des produits grand public, par exemple. Ça, c'est la première forme. Deuxième forme, ensuite, on parle de prêt, rémunéré ou non rémunéré. Donc du prêt non rémunéré, par exemple, ça peut être du microcrédit ou du prêt solidaire qui consiste à prêter de l'argent sans en attendre un intérêt, mais on est remboursé du montant qu'on a prêté. Là, on commence à avoir de plus en plus de plateformes sur cette forme de financement, du prêt rémunéré. Depuis la nouvelle réglementation, des particuliers peuvent prêter à des entreprises, et donc les entreprises, plutôt les petites entreprises qui ont du mal à trouver des crédits bancaires, se tournent de plus en plus vers du financement participatif sous forme de prêt. Et puis la troisième forme, l'investissement en capital, qui est là une forme très nouvelle et qui se développe beaucoup, où le principe consiste pour une entreprise à ouvrir son capital à des investisseurs qui deviennent actionnaires. Et cette forme de financement en capital existe en France, en Europe et dans le monde d'ailleurs depuis 2008. WeSeed a été la première plateforme créée pour financer en capital des jeunes entreprises innovantes. Alors, si on revient sur les prêts qu'on peut avoir dans le cadre de ce financement participatif, en quoi ces prêts diffèrent-ils de ceux que, je ne sais pas, par exemple, une banque peut nous octroyer? Alors,
D'abord, ils sont plus faciles à obtenir parce que les banques, notamment dans les prêts aux entreprises, sont très prudentes et demandent des conditions et des garanties que souvent les petites entreprises ne peuvent pas assurer. Donc les principales différences sont que d'abord les délais sont beaucoup plus rapides. On peut obtenir un prêt en quasiment une semaine sur une plateforme. La deuxième caractéristique, c'est qu'il s'agit souvent de prêts avec des taux d'intérêt relativement élevés, en tout cas plus élevés auprès de banques. Les taux d'intérêt en général peuvent aller de 3,5% jusqu'à 10% en fonction du positionnement de la plateforme. Et surtout, l'avantage essentiel, c'est que les plateformes ne demandent pas de garantie ou de caution personnelle, ce qui est un plus extraordinaire. Alors, au niveau des investissements en capital, en quoi le financement participatif se distingue-t-il du business angel ou du capital risqueur? Alors, l'investissement en capital via des plateformes est assez proche du financement par des business angels. Le principe est finalement assez le même. On ouvre son capital à des particuliers qui décident d'entrer au capital de son entreprise. Les montants commencent à se rapprocher des montants financés par les business angels. Depuis cette réglementation de octobre 2014, on peut aller jusqu'à 1 million d'euros investis pour un projet. Donc c'est quand même des investissements assez significatifs. La différence majeure avec les business angels, c'est que tout se passe par Internet, donc c'est dématérialisé. Et puis, on peut accueillir des petits investissements, des petits montants. Par exemple, dès 100 euros, un particulier peut investir au capital d'une start-up. Donc ça démocratise en fait l'investissement en capital qui, avec les business angels, est réservé à un cercle un peu restreint. La différence avec les capitaux risqueurs est plus importante parce que les capitaux risqueurs sont des investisseurs professionnels qui investissent non pas leur propre argent mais l'argent d'investisseurs qu'ils ont collectés, souvent pour des montants plus importants. Et puis en France, malheureusement, le capital risque se tourne assez peu encore sur le financement de ce qu'on appelle l'amorçage, donc les premières années de la vie de l'entreprise, alors qu'avec le financement participatif et le crowdfunding, on est vraiment sur le financement des débuts de la vie de l'entreprise. Alors, imaginons, j'ai un projet à financer, je vais choisir ma plateforme de crowdfunding. Est-ce qu'il faut que je regarde la spécificité de la plateforme, mon propre projet? Comment je fais pour la choisir? Alors d'abord, il faut se poser la première question à se poser, c'est de combien d'argent on a besoin. Parce qu'en fonction du montant, on ne va pas se tourner vers les mêmes plateformes. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est quelle forme de financement on doit privilégier. Est-ce que c'est du don? Est-ce que c'est du prêt? Ou est-ce que c'est du financement en capital? Donc là, ça dépend beaucoup de la nature du projet à financer. Est-ce qu'on est une association ou une entreprise? Est-ce qu'on est un particulier ou une entreprise ou une association? Donc il y a vraiment ces deux questions primordiales. Combien et quelle forme de financement on veut avoir? On parlera peut-être après de la spécificité des formes de financement en fonction des projets. Donc ça, je pense que c'est vraiment les deux premières questions essentielles. Et puis ensuite, en fonction aussi de la nature du projet, on peut se tourner vers soit une plateforme généraliste, soit une plateforme plus spécialisée. Il existe par exemple des plateformes qui financent plutôt des projets musicaux ou artistiques, des plateformes qui financent plutôt des projets à nature environnementale ou protection de l'environnement, ou d'autres. Il en existe même qui commencent à financer des niches vraiment d'activité, le vin, la santé, des choses comme ça. D'accord. Et outre juste l'obtention du financement, qui est déjà un gros service, il y a un certain nombre de services qui sont rendus par les plateformes. Pourriez-vous nous dire lesquels? Alors, les services qui sont rendus par les plateformes sont rendus à différents moments d'une période de collecte ou d'une période de souscription. Les plateformes apportent beaucoup de services avant la mise en ligne du projet et la période de souscription, sur la communication, sur l'élaboration des documents nécessaires à mettre en ligne pour que les particuliers puissent prendre connaissance du projet. Donc il y a cet accompagnement avant la collecte qui est très importante. Ensuite, sur la deuxième phase, il y a tout l'accompagnement ou les services qui sont proposés pendant la phase de collecte, parce qu'il y a beaucoup de communication à faire. Il faut répondre souvent à des internautes qui posent des questions sur le projet. Il faut transmettre des nouvelles sur le projet ou sur l'entreprise, la façon dont il avance, les succès commerciaux. Donc il y a cette phase d'animation de la période de collecte est très importante, et les plateformes accompagnent beaucoup l'entreprise ou le porteur de projet. Chez WeSeed, c'est un moment très très important. Et puis ensuite, il y a la phase après la collecte. Et là, il y a des différences assez importantes entre les plateformes et selon la nature du financement. Il y a un accompagnement beaucoup plus important sur les plateformes d'investissement en capital,
que sur le prêt ou que sur le don. Et entre les plateformes qui font de l'investissement en capital, là aussi, il y a de fortes différences. Certaines n'accompagnent pas du tout le porteur de projet après la levée de fonds, et d'autres, chez WeSeed c'est le cas, apportent aussi beaucoup d'accompagnement pour permettre à l'entreprise de se développer, lui ouvrir des réseaux, des carnets d'adresses qui faciliteront son développement. D'accord. Alors, on se retrouvera dans un autre module, hein, on détaillera un tout petit peu plus comment effectivement financer et attirer sur son projet. Je voudrais juste que vous me listiez vite fait tous les critères clés qui peuvent faire qu'un internaute va financer mon projet peut-être plus facilement que celui du voisin. Alors, dans la décision de financement de l'internaute, il y a un élément qui est fondamental, qui est vraiment ce qu'on appelle la proximité. Pas forcément géographique, mais est-ce que je suis en phase avec ce projet? Est-ce qu'il m'intéresse? Est-ce que je pense que c'est important de financer ce projet? Donc, il y a vraiment un choix individuel qui peut dépendre des centres d'intérêt de l'internaute, de sa proximité géographique aussi, etc. Donc, il y a cette notion de choix individuel est extrêmement importante. Ensuite, l'un des critères aussi qui fera qu'on attire un souscripteur ou un contributeur, c'est le caractère viable du projet qui sera financé. D'autant plus dans les entreprises, il faut vraiment, on n'est pas sur du financement, on est sur du financement alternatif, mais pas juste pour se faire plaisir, quoi. C'est vraiment, on veut contribuer au financement de l'économie réelle. Donc il faut que le projet soit viable, réponde à un besoin, qu'il y ait un vrai marché et que l'offre soit sérieuse. Ça, c'est quand même un élément extrêmement important. Et puis, je crois aussi que ce qui motive les souscripteurs, c'est aussi le feeling qu'ils peuvent sentir avec le porteur de projet. Et ça, c'est très important parce que il faut savoir se mettre en avant, il faut savoir donner envie soi-même ou son équipe à des souscripteurs ou à des contributeurs de financer ce projet. Et pour conclure donc cette formation sur comprendre et savoir utiliser le crowdfunding, je crois que vous avez un dernier conseil pratique pour nous. Alors le dernier conseil pratique, c'est vraiment de considérer qu'aujourd'hui et de plus en plus, le crowdfunding est un mode de financement qui prend vraiment ses marques, qui est tout à fait légal et réglementé et donc qui devient vraiment significatif. Les chiffres de financement via le crowdfunding sont vraiment en croissance. Donc il faut considérer ça comme une vraie source de financement qui peut être très complémentaire avec d'autres formes de financement bancaire ou d'investissement en capital. Madame Savel, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé Financer la création et le développement de son entreprise par le crowdfunding. Donc, nous avons vu dans un précédent module ce qu'est le financement participatif et comment l'utiliser. Nous allons voir aujourd'hui comment financer précisément une création ou un développement. Donc, j'accueille Stéphanie Savel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes experte en financement d'entreprises innovantes. Et la première question que j'ai envie de vous demander, c'est, on parle de crowdfunding, on parle de financement participatif, quels sont les types de projets qui peuvent être financés par ce type de financement ? Alors, tout type de projets sont susceptibles d'être financés par du crowdfunding. Après, il y a certaines formes de financement entre le don, le prêt ou l'investissement de capital qui sont plus ou moins adaptés à tel type de projet ou tel type de projet. Si on se centre sur la création et le développement d'entreprise, en général, les formes de financement qui sont les plus adaptées, c'est le prêt et l'investissement en capital. Même si parfois, certaines entreprises, des jeunes entreprises, utilisent le don avec contrepartie pour pré-commercialiser un produit qu'elles ont développé. Donc vraiment tout type de projet. Certaines plateformes ensuite sont plutôt spécialisées sur des projets innovants ou des jeunes entreprises innovantes, hein, comme par exemple WeSeed ou Anaxago. Enfin, il y a toute une série de plateformes en investissement capital qui cherchent plutôt à financer des entreprises innovantes. Mais on a également des plateformes qui financent des entreprises et des projets plus traditionnels. D'accord. Et alors, quelles sont les étapes où l'entreprise peut le mieux recourir, va-t-on dire, au financement participatif ? Alors, c'est vraiment calé sur le cycle de vie de l'entreprise. Dans la période de création et d'amorçage, donc au tout début de la vie de l'entreprise, l'investissement en capital est plus adapté parce que le prêt demande quand même une capacité de remboursement, alors que quand on est au début de la vie de l'entreprise, on n'a souvent pas encore de chiffre d'affaires, donc pas de capacité de remboursement. Donc
Pour la création, pour les premières les premières années de la vie de l'entreprise, plutôt du financement en capital, ou de l'investissement en capital. Et puis une fois que l'entreprise a déjà vécu quelques années, a quand même commercialisé ses produits ou son offre, elle peut se tourner vers une plateforme de financement en prêt. D'accord. Alors, c'est vrai que quand on parle de financement plus classique, bancaire, on a un certain nombre d'étapes, l'étude de marché, le business plan, avant la recherche de financement. Est-ce que ces étapes sont aussi également importantes en termes de financement participatif? Oui, absolument. Le business plan est une étape incontournable, nécessaire, parce que c'est sur la base de ce business plan que les plateformes sélectionneront les projets qu'elles mettront en ligne et que les internautes, et donc les investisseurs particuliers ou les contributeurs, pourront apprécier le projet et savoir s'ils ont décidé, s'ils ont envie de financer tel ou tel projet. Donc le business plan est vraiment un élément fondamental. Alors, ce qui est un peu nouveau aussi avec le financement participatif et le crowdfunding, c'est qu'on est sur Internet. Et donc, il faut également des éléments de communication, donc un teaser ou une présentation simplifiée de l'entreprise ou du projet avec des schémas, avec des choses assez visuelles. Et puis, il y a aussi une communication sous forme vidéo qui est extrêmement importante. Toutes les plateformes, quasiment toutes, je crois, ont besoin ou demandent aux porteurs de projet une courte vidéo dans laquelle il peut expliquer, présenter son projet et donner envie aux internautes de le financer. D'accord. Alors, si on se place côté plateforme, quels peuvent être les critères de choix d'une plateforme pour décider d'accompagner, donc de mettre en ligne tel ou tel projet? Alors les critères sont assez nombreux et puis en fonction des formes de financement, selon qu'on est sur du prêt ou sur de l'investissement en capital, les critères peuvent être très différents. Sur le prêt, le critère de capacité de remboursement du projet et de l'entreprise est quand même un élément fondamental, donc on est sur des critères financiers qui sont assez classiques. Sur l'investissement en capital, les critères sont beaucoup plus larges. En général, toutes les plateformes retiennent quand même des projets qui sont plutôt à caractère innovant malgré tout, ou qui apportent et qui répondent à un vrai besoin. Le critère de l'équipe aussi, complémentaire et agile, est un élément extrêmement important. Et puis les plateformes mesurent et apprécient la viabilité du projet. Autrement dit, est-ce que l'offre proposée par l'entreprise répond à un vrai besoin? Est-ce qu'elle peut s'insérer sur le marché? Est-ce qu'elle est commercialisable? Donc il y a une appréciation complète. Alors certaines plateformes ont des processus un peu différents ou des critères aussi un peu différents. Chez WeSeed par exemple, on a une phase qui est extrêmement importante de préqualification par les membres de notre communauté. Et donc c'est c'est les internautes qui donnent leur avis sur la base de 11 critères sur tel ou tel projet. Et en fonction du résultat des votes, les équipes internes de WeSeed ensuite font une analyse financière, marketing, technologique, donc une analyse en fait du projet comme ferait n'importe quel investisseur, ce qui est aussi le cas sur d'autres plateformes. D'accord. Et alors, quand on se lance dans une recherche de financement participatif, est-ce qu'il faut le faire juste en financement participatif ou est-ce qu'on peut le faire en complément d'une recherche de financement, par exemple, auprès d'une banque ou auprès d'un investisseur en capital? Alors on voit de plus en plus de cofinancement ou de co-investissement et j'incite les porteurs de projets à plutôt aller chercher plusieurs sources de financement. C'est vrai que jusqu'à octobre 2014, en gros, les acteurs traditionnels du financement regardaient le crowdfunding avec un petit peu de dédain. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit, compte tenu des chiffres et des montants qui sont financés, que c'est une vraie source de financement crédible. Et donc, de plus en plus, les projets sont cofinancés avec des banques ou avec des investisseurs en capital. Ce qui se passe souvent, ce qu'on voit assez souvent, c'est que un financement en capital sur une plateforme permet de déclencher un effet de levier bancaire parce que l'entreprise s'est dotée de suffisamment de fonds propres pour pouvoir aller déposer un dossier de bancaire de prêt en fait auprès d'une banque. Alors, qui dit investissement dit risque. Est-ce qu'il y a un certain nombre de garanties quand même à octroyer dans le cadre du financement participatif aux investisseurs en capital? Alors, on ne peut pas garantir l'investissement puisque, comme vous le dites très justement, on est sur un moment très risqué de la vie de l'entreprise. C'est pas propre au crowdfunding, c'est vrai pour tous les investisseurs en capital dans ces phases les premières phases de la vie de l'entreprise. Donc, par nature, c'est un investissement qui est risqué. Et les autorités et les régulateurs nous imposent, plateformes, à attirer l'attention des internautes sur le caractère risqué de cet investissement. Cela dit, on peut mettre en place, non pas des garanties, mais en tout cas des moyens qui permettent de limiter le plus possible le risque, et notamment tout cet accompagnement après la levée de fonds auprès des startups et des entreprises qui viennent chercher du financement pour leur permettre de se développer. Parce que c'est finalement
la meilleure façon d'éviter le plus le risque, c'est de faire en sorte que l'entreprise se développe, trouve son marché et développe son business. Et est-ce qu'il y a un certain nombre d'avantages fiscaux à être investisseur en financement participatif? Alors, pour l'investissement en capital, oui. Pour les particuliers, ce sont les mêmes avantages fiscaux qui sont ouverts aussi aux business angels. Donc, un investisseur particulier qui décide d'entrer au capital d'une jeune entreprise non cotée peut déduire une partie de son investissement, soit de son impôt sur le revenu, jusqu'à hauteur de 18% de l'investissement réalisé, soit de son impôt sur la fortune à hauteur de 50% de l'investissement réalisé. Alors bien sûr, il y a des conditions pour que ce soit éligible, sans rentrer dans le détail, mais c'est tout à fait possible. Et donc, pour conclure cette formation sur le financement de la création ou du développement d'une entreprise avec le crowdfunding, je crois que vous avez un dernier conseil pratique pour nous. Oui, le conseil que je donnerais vraiment aux porteurs de projets, c'est de définir une vraie stratégie de financement en élargissant en fait le champ des possibles et en considérant que toutes ces formes de financement peuvent être utiles et complémentaires. Donc ça, c'est vraiment une vraie réflexion stratégique. Et je dirais aussi qu'il faut bien se poser la question de ce qu'on recherche au-delà du financement, parce que une campagne de crowdfunding, c'est aussi une belle campagne de communication, c'est aussi une approche marketing, et c'est aussi la possibilité de mobiliser autour de son projet toute une série d'ambassadeurs, des actionnaires, mais qui peuvent être autant de relais pour développer son entreprise. Et donc, cette question de l'après-financement est aussi importante. Et en fonction de ce dont on a besoin, eh bien, il faut plutôt choisir telle forme de financement ou telle plateforme. Madame Savel, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci.